Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir, aussi nombreux. Merci beaucoup. Je me présente, Olivier Frey, je suis le responsable de l'accompagnement des startups à la Technopole de l'Aube. On est très heureux de vous accueillir ce soir ici à Y-Schools. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les équipes de Y-Schools qui nous ont permis d'organiser ça ici dans cette arène. Je tiens aussi à vous féliciter, vous, parce qu'on est quasiment 500 ce soir. Et à nous, du coup, on fait ici à 3 ce soir le plus bel événement business de ce premier semestre 2023. Et donc, je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup de votre présence. Cette soirée, elle est aussi possible grâce à nos partenaires qui nous ont aidés à la montée et à accueillir Éric Larchevêque. J'en profite du coup pour remercier le CJD de l'Aube et son président Mathieu Guillaume, la société d'investissement NHD représentée ici par Marvin Chazelon, l'UTT représenté par son président Christophe Collet et le groupe Y-Schools également qui, au-delà de son accueil et de sa logistique, nous a aidés pour cet événement. Aujourd'hui, c'était la première journée de Plug and Start. C'est la 28e édition de cet événement de la Technopole de l'Aube. 3 jours pour booster les projets de porteurs de projets qui nous font confiance, qui viennent à 3 pour se faire challenger et essayer de faire progresser leur projet, de le structurer le mieux possible. Ils nous font confiance et pour ça, je les en remercie également. Cette première soirée, du coup, sera l'occasion, dans quelques minutes, d'écouter le parcours d'Éric Larchevêque. Mais avant ça, on aura l'occasion aussi d'écouter des parcours d'entrepreneurs troyens de la Technopole de l'Aube. Je les accueillerai sur scène dans quelques instants. J'en profite pour vous expliquer aussi un petit peu plus ce qu'est la Technopole de l'Aube, parce que c'est vrai qu'on le voit un peu aux 4 coins du département, là sur la rocade, on voit souvent ce nom de la Technopole de l'Aube. C'est vrai que ça peut, pour vous, évoquer le campus général sur lequel se trouve l'UTT, mais notre bâtiment, notre structure s'appelle également la Technopole de l'Aube, c'est un incubateur de start-up. On les accompagne, on aide ces start-up à se structurer, on essaye de faciliter leur vie au maximum. Et donc voilà, c'était aussi une occasion pour nous ce soir de vous expliquer ce qu'est un incubateur, comment on arrive à faire grandir des entreprises innovantes ici à Troyes. Donc si vous avez des idées de création d'entreprise, peut-être que la conférence ce soir pourra vous aider à franchir le pas, on le souhaite en tout cas. Je souhaite maintenant donner la parole à Francis Bécard, qui a du coup depuis de longues années bâti cette, cette technopole et sans qui tout ceci n'aurait probablement pas été possible. Francis, s'il te plaît, peux-tu me rejoindre pour dire un petit mot ? Merci beaucoup. On ne fait pas des questions-réponses. Bonsoir à toutes et tous. Alors, d'abord de la fierté, parce que Olivier a raison, 500 personnes présentes dans une conférence de Plug and Start. Sans doute, Eric, on t'en doit beaucoup, mais c'est un élément de fierté parce que ce n'était pas vrai il y a 20 ans quand on parlait d'entrepreneuriat dans l'Aube. 20 porteurs de projets d'excellente qualité, c'est aussi un beau succès puisque cette année, il faut le savoir, Plug and Start, on fait un appel à candidature au mois de février, à peu près, je crois mars. On avait des inquiétudes puisque l'an dernier, pour les 20 ans de Plug and Start, on avait eu 450 candidatures. On s'est dit comment faire durablement mieux. C'est 507 candidatures cette année. Donc là, je félicite véritablement l'équipe qui a fait un travail assez extraordinaire. Notre métier d'accompagnement des startups depuis l'incubateur jusqu'à l'accélération, c'est aussi l'actualité puisque vous savez que Voodoo a levé 31 millions de dollars en premier tour de table d'amorçage au mois de mai-juin. C'est la plus grande levée de fonds en amorçage en France cette année. Donc s'il était encore utile de souligner l'excellent travail de l'équipe que j'associe, hein, on donne toujours la parole, alors on peut penser que c'est au patron, mais c'est aussi aux vétérans, ça vient d'être rappelé, c'est sans doute une forme de respect. En tout cas, j'ai une excellente équipe qui fait un excellent travail et qui permet d'avoir un excellent incubateur à Troyes, et j'en suis très très fier. Le deuxième point, évidemment, c'est la soirée. Alors je voudrais remercier en premier nos start-upers qui sont, eux, dans les phases d'amorçage,
qui pénètre le monde de l'entrepreneuriat avec une vigueur assez extraordinaire. Merci Marie-Odile, Pauline et puis Guillaume de nous consacrer du temps et de partager votre expérience, puisque vous, c'est déjà une aventure engagée. Et je sais que tout le monde a envie de comprendre comment on passe de l'idée à l'acte et à la réussite. Et enfin, je suis très sensible à la présence d'Éric. Éric, je ne vais pas prendre du temps inutile pour le présenter, chacun d'entre vous le connaisse. Et c'est un grand honneur pour nous de t'avoir parmi nous. Je te l'ai dit hier soir, je te l'ai redit, et je le redis devant chacun des personnes qui a bien voulu répondre présent. C'est un grand honneur pour deux raisons. La première, parce que qui peut mieux parler d'entrepreneuriat que quelques entrepreneurs emblématiques français qui ont eux-mêmes accompli la route. Donc ça, c'est difficile à le faire à votre place. Je sais que vous êtes hyper sollicités tous et hyper pris, donc on est doublement conscient de l'importance de ta présence. Et la deuxième chose, c'est tu es la démonstration qu'on peut réussir et qu'on peut prendre du temps pour aider les autres à réussir en toute humilité. Donc Éric, merci et surtout bonne soirée. Merci Francis. J'en profite du coup maintenant pour appeler sur scène les trois protagonistes de cette nouvelle session. Donc Marie-Odile Maquinet d'Ability, Pauline Bechilo de Coyali et Guillaume Dufay de La Petite Madeleine. Merci de les applaudir. Du coup, je vous propose, pour commencer, puisque tout le monde ne vous connaît peut-être pas forcément, de vous présenter en 3 petites minutes, expliquer qui vous êtes, votre parcours et surtout ce qu'est votre projet, où vous en êtes. Voilà. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Donc, je suis Guillaume Dufay. J'ai fondé La Petite Madeleine il y a maintenant 2 ans avec Sophie qui est là-bas. L'idée était en fait assez simple de La Petite Madeleine. Donc, nous, on fait du parfum, on fait du savon et on fera d'autres projets demain. On part du constat que dans l'industrie cosmétique, il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui sont moins belles. On travaillait dans le développement de produits. Donc quand on dit produit, on dit parfum. Quand on dit parfum, on dit à la fois pack et à la fois jus. Et on s'est aperçu que finalement, il y a une nouvelle façon de faire à proposer sur le marché. Et cette façon de faire, elle passait par 2 choses. Une conviction qui était de créer une autre structure, une autre société, et un engagement fort entre les produits et La Petite Madeleine. Donc il y a 2 ans, on a démarré à la Technopole de l'Aube en Champagne avec notamment l'installation du local numéro 1 qui nous a permis de valider la partie prototypage de nos projets. Le nerf de la guerre chez nous, c'est la production et il était important qu'on valide cette étape-là. Et très vite, on a eu envie d'aller plus loin en associant vraiment des parfumeurs qu'on pourrait avoir sur de grandes marques de beauté à La Petite Madeleine. Et c'est comme ça que sont nés les autres parfums de La Petite Madeleine, avec un engagement de qualité sur le circuit court, sur les matériaux, sur la formule utilisée et finalement sur la façon de faire qu'on imagine le parfum demain. Merci Guillaume. Et du coup, les produits de La Petite Madeleine sont disponibles à Troyes dans la boutique. Alors, oui, c'est vrai que pour les Troyens, du coup, c'est très 100% Troyen, 100% bois. Donc, vous pouvez aller chez Pompon et Basilic derrière la mairie de Troyes, également à la Cité du Vitrail pour la partie des savons parfumés et sur lapetitemadeleine.com si vous voulez. Mais on pourra moins les sentir sur Internet qu'en point de vente. Ça dépend. Merci Guillaume. Pauline, je te laisse la parole du coup pour présenter ton projet. Du coup, bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je suis Pauline Bechillot. Je suis la cofondatrice de Coyali, que j'ai cofondée donc avec Maxime. Et Coyali, c'est une solution pour simplifier l'utilisation des outils numériques et notamment des smartphones pour les personnes qui ont des difficultés avec le numérique. Donc ça s'installe comme une application classique depuis les stores, on la télécharge et là apparaît un nouvel environnement ergonomiquement plus simple, plus facile de naviguer entre les différentes fonctionnalités qui peuvent être parfois difficiles à comprendre et pas forcément intuitives pour des personnes qui n'ont pas eu l'habitude d'utiliser des smartphones ou des outils numériques. Et donc on a développé en parallèle de ça une autre brique qui s'appelle Coyali Compagnon qui permet aux proches de la famille de prendre la main à distance sur le smartphone si toutefois il y a une situation qui est trop complexe et que la personne n'arriverait pas à résoudre.
Donc cette application, elle est disponible en ligne sur le Play Store et l'application Compagnon est disponible sur le Play Store et sur l'Apple Store d'ores et déjà. Donc pour ceux qui veulent l'essayer, n'hésitez pas. Et ensuite, nous, en termes de développement, on a eu notre première année de développement. Donc le projet est né à l'UTT avec Maxime qui était en études, un cursus d'école d'ingénieur là-bas. Et donc du coup, il a été incubé via le IEC, donc, qui est l'incubateur étudiant à la Technopole. Et donc on y est depuis plusieurs années maintenant. C'est ici qu'on se développe. Et donc on est en train aussi de lancer en parallèle du marché grand public de la distribution avec des partenaires professionnels que sont les opérateurs téléphoniques. Et donc on a notre première opportunité qui devrait commencer en septembre. Donc on est très content de pouvoir tester ce modèle et de voir ce que ça va donner. Merci Pauline, on en reparlera un petit peu. Merci. Marie-Odile, vas-y, à toi de nous présenter du coup Ability et de nous expliquer un petit peu ton parcours. Bien, merci en tout cas. Donc, je m'appelle Marie-Odile McKinney, je suis cofondatrice et CTO de Ability. Ability, c'est une solution de réalité virtuelle à destination de la rééducation. Et c'est né d'une rencontre, celle entre Bérangère Henrion, mon ami associé, moi-même et Léandre. Léandre, c'est un jeune de 15 ans qu'on l'a rencontré durant un hackathon organisé par notre école d'ingénieurs, qui est l'EPF A3, qui est atteint d'hémiparésie. Donc c'est la paralysie partielle de la moitié du corps, et c'est suite à un AVC infantile. Il nous a vraiment sensibilisés sur ce qu'était l'AVC infantile, sur le fait que ça existe, parce que nous, on ne le savait pas, sur l'impact de l'hémiparésie sur son quotidien, et surtout sur son parcours éducatif qui est très long et composé d'exercices très répétitifs. Et donc nous, ça nous est paru être une évidence d'essayer de lui trouver une solution pour rendre sa rééducation plus motivante. Et surtout, Léandre, il n'est pas seul, parce que chaque année en France, c'est 1500 AVC infantiles. De manière plus globale, c'est 125 000 AVC, et c'est presque 1 million de personnes qui, chaque année en France, rentrent dans un parcours rééducatif. Et donc c'est pour toutes ces personnes que nous avons co-développé Ability avec les professionnels de santé. On a eu l'idée en 2018 pendant ce fameux hackathon. Pendant 2 ans, on a fait des prototypes, mais la techno qu'on cherchait n'existait pas. Et en 2020, on a enfin trouvé une technologie qui pouvait répondre à notre vision, qui est de rendre la rééducation motivante accessible à tous, partout. Et pour ça, il fallait que la réalité virtuelle soit autonome, donc pas de câble, pas de capteur, et avec le suivi des mains intégré, donc pas besoin de manette. On a une interaction beaucoup plus naturelle. À ce moment-là, donc c'était le Covid, moi j'ai fait des premiers prototypes sur ce casque. Bérangère a réussi à trouver un partenariat avec le CHU d'Angers, avec qui on a pu vraiment collaborer pour améliorer la solution et répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, on a co-développé plus d'une vingtaine d'expériences qui sont toutes paramétrables pour s'adapter au niveau de progrès du patient. Et ça se fait grâce à la plateforme web sur laquelle on va pouvoir sélectionner son patient, quelques exercices pour créer la séance et voir en temps réel ce qui se passe. Et bientôt, parce qu'on va avoir une mise à jour qui sort dans pas longtemps, on va vraiment pouvoir avoir un super suivi des données, donc sur les amplitudes du membre supérieur, sur les amplitudes des cervicales, pronospination, mais aussi sur des données comme l'endurance et le score. Et ça, ces courbes-là, elles sont très très importantes sur la motivation du patient. Donc voilà ce qu'on fait chez Ability. Merci Marie-Odile. Vous l'aurez compris, à la Technopole de l'Aube, on est un incubateur généraliste, et du coup, c'est des projets vraiment très différents aussi qui ont la possibilité d'être incubés ici à Troyes, et c'est aussi l'une de nos richesses. C'est aussi et surtout des projets à fort potentiel commercial, et Guillaume, toi tu en es la belle démonstration, puisque je crois que la croissance a été assez forte ces dernières années. Je pense que tu es celui qui a le plus changé de bureau, puisque la Technopole, c'est pas seulement, mais aussi la possibilité d'héberger et de louer des plateaux industriels notamment. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors c'est vrai que là on parle vraiment de la croissance type atelier de production, et comme je le disais tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre chez nous, c'est comment on dimensionne un objet au stade où on en est. Donc au départ, le premier bureau, atelier, était quelque chose de peut-être 35 mètres carrés, avec autant de réglementaires que de production, que de bureaux, que finalement mettre un fond derrière vous pour les visios et embarquer tout le monde derrière vous. Donc c'est vrai que c'est la kitchenette, on va dire, pour démarrer, et qui était très bien, parce que ça nous a permis de nous planter sur des petits points techniques. Donc ça, on apprend beaucoup sur cette partie-là, qui a duré presque 1 an.
Et ensuite, peut-être une phase 2 où on est sur un plus grand plateau, on commence à plutôt dimensionner les choses. Est-ce qu'on continue pour la Petite Madeleine? Est-ce qu'on offre une possibilité de sous-traitance à des marques parfums qui sont attirées par la sensorialité de l'objet qu'on propose, des matières premières utilisées, etc. Donc la réponse a été oui. Il a fallu s'adapter, s'équiper. On est rentré dans un métier qu'on ne connaissait pas, du coup la sous-traitance, qui est un métier qui, au-delà de développer d'autres projets pour la Petite Madeleine, nous a mis face à des cahiers des charges qu'on ne connaissait pas du tout. Et l'étape 3, du coup l'étape 3 qui a maintenant 5 mois à peu près, ouais, 5 mois, où là on dimensionne un peu plus pour nos projets actuels, les projets peut-être de demain, des 2 prochaines années. L'idée d'être encore plus visible avec la Petite Madeleine par rapport à des géants de la cosmétique et du parfum. Donc voilà, on est assez excités en tout cas de développer et de dimensionner ça par rapport à l'atelier. Merci, merci Guillaume. Et effectivement, une belle croissance de la notoriété de la Petite Madeleine qui va de pair avec la croissance du chiffre d'affaires. Ta société a un petit peu plus d'ancienneté que Coyali, et c'est justement le défi que vous avez actuellement de votre côté. Et est-ce que, Pauline, tu peux nous expliquer un petit peu les actions que tu peux, toi, entreprendre pour justement faire accroître la notoriété de l'application de Coyali? Alors, il y a beaucoup d'actions différentes. Donc du coup, nous, on a 2 typologies de marchés différentes, donc le marché grand public et le marché professionnel / opérateur. Donc il y a des actions à mener dans les deux prismes, mais nous, la chance qu'on a eue aussi au tout début du projet, c'est que c'était une idée, il y avait des premiers prototypes, on les a co-construits avec les seniors, donc entre guillemets on savait que ça correspondrait aux besoins des seniors. Et aujourd'hui, via les expérimentations qu'on a faites et celles notamment qui devraient commencer très prochainement, on s'est rendu compte que les besoins des seniors n'étaient pas forcément verbalisés de la bonne manière, en tout cas par rapport à nous, nos relations avec les outils numériques. On n'arrivait pas forcément à comprendre quels étaient les problèmes, les réflexes ne sont pas les mêmes, les appréhensions ne sont pas les mêmes, les peurs ne sont pas les mêmes. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour comprendre et démystifier cette cible, qui n'est pas toujours facilement accessible non plus, parce que c'est aussi un public qui peut être considéré comme fragile ou vulnérable, et donc qui est protégé dans une sorte de bulle. Et donc je pense que aussi via la Technopole, on a eu cette chance-là de pouvoir être mis en relation avec des structures de résidence senior, etc., pour rentrer en contact plus facilement avec ces personnes-là, et donc éprouver le modèle, tester, redévelopper, améliorer, retester, pour en arriver aujourd'hui là où on en est, à un produit qui va se commercialiser du coup via un opérateur. Donc ce qui est une super belle réussite. Et l'objectif, c'est évidemment de prouver le modèle économique qui va avec, pour ensuite le déployer un peu partout en France si c'est validé. Merci, merci Pauline. Marie-Odile, de ton côté, également des besoins de notoriété du grand public, évidemment. Je crois que vous avez notamment, via des articles de presse ou des interviews, pu faire croître la notoriété d'Ability. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième, c'est que c'est aussi la légitimité envers les professionnels de santé. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 points-là et comment vous avez pu aborder ces sujets-là? Oui, absolument. Donc nous aussi, on va avoir des problématiques de visibilité, parce qu'en fait, donc notre vision, c'est de rendre la solution accessible à tous, partout. Donc, que ce soit dans les centres de rééducation, les hôpitaux, mais aussi jusqu'au domicile, en passant par les libéraux. Et donc, on va avoir ces problématiques-là, de pouvoir vraiment rendre la solution visible de tous. Et pour tout ce qui est de légitimité, c'est plus le fait de travailler avec les professionnels de santé, de vraiment co-développer la solution. Et ça va pouvoir nous aider à avoir non seulement une solution qui répond à leurs besoins, mais aussi une solution qui est approuvée et co-développée par eux. Voilà. Merci. Puisque tu parles de co-développement, merci pour la transition. La petite... Non, garde le micro, c'est pour toi. Une petite anecdote, puisque le langage informatique sur lequel tu étais parti, puisque tu es également la CTO d'Ability, est-ce que tu peux nous parler de ce langage un petit peu particulier et la rencontre plus ou moins fortuite que tu as pu faire à la Technopole? Je crois qu'ils sont là, ce sera l'occasion de les remercier. Oui, ils sont juste à côté.
Oui, en effet, grâce à la Technopole et l'écosystème de la Technopole, déjà sur le côté santé, on a eu la chance de rencontrer des entreprises qui ont pu un peu nous guider sur tout ce qui était politique, santé à Troyes, dans l'Aube. On avait beaucoup à apprendre, mais c'est aussi grâce à la Technopole et notre startup manager qu'on a pu rencontrer la société Pars, juste là, qui au début nous avait filé un coup de main quand on avait des problèmes sur cette techno qui est un peu particulière, et qui aujourd'hui développe notre plateforme. Donc quand je parlais d'une V2 avec toutes les belles données qui vont arriver, c'est grâce à eux. Donc merci à vous. Merci, on peut les applaudir. Pauline, pour toi aussi, dans les prochains mois, il y a possiblement des recrutements, des stagiaires, des alternants qui vont venir renforcer l'équipe de Coyali. Et comment vous avez fait ça? Comment vous avez déterminé les bons profils qu'il vous fallait? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement cette croissance et comment vous partagez aujourd'hui votre projet? Alors c'est toujours un peu compliqué d'anticiper les recrutements parce qu'au début on n'a pas beaucoup d'argent, donc on ne peut pas se permettre de recruter, sauf qu'en fait plus l'activité commence à augmenter, plus on a besoin de renforts et de main d'œuvre pour nous aider et pour pouvoir déployer ces partenariats. Donc nous ce qu'on a fait, nous c'est simple, on a c'est simple. On a deux compétences distinctes. On a toute la partie commerciale, marketing, communication et toute la partie développement technique. Donc on a identifié des besoins dans ces deux catégories-là. Et après, on a sollicité les réseaux locaux, notamment l'UTT, puisque Maxime est issu de cette école, donc il a aussi accès au réseau des étudiants qui cherchent des stages, des alternances et aussi aux alumni. Sur la partie marketing communication, on a aussi déployé des offres dans les écoles locales, donc DUT, Y Schools, etc., pour trouver des profils qui matchaient avec le projet et avec les compétences requises. Donc c'est plutôt une réussite. Et d'ailleurs, je les remercie parce que je sais qu'ils sont dans le coin. Mais on est très content d'avoir recruté 2 personnes aujourd'hui et qui nous aident énormément pour les développements de Coyali. Merci. Guillaume, est-ce que tu veux ajouter, toi, quelque chose sur la partie des compétences? Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose à nous partager? Alors maintenant, c'est vrai que vous travaillez en couple, tu étais seul au début. Comment vous alignez votre organisation justement à la croissance de votre entreprise? Alors du coup, par rapport, c'est vrai, aux 2 autres modèles, là, le modèle a été faire beaucoup sur nous-mêmes, entre guillemets, dans le sens où on ne pouvait pas passer la production à des stagiaires ou à des alternants au départ. Donc il y a toute une phase d'apprentissage même de la production, et ça, c'est un trésor de guerre qu'on va garder encore quelques temps pour se roder sur cet exercice-là. Clairement, je pense que si le projet n'avait pas été avec Sophie 24/24, soit je serais au prud'homme, soit je ne serais pas bien. Donc merci Sophie. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'aller explorer le projet tout le temps, une énergie autour du projet qui ne s'arrête jamais. Après, au niveau peut-être de ce qu'on fait au quotidien, il y a beaucoup d'intuition dans le développement qu'on mène. Il n'y a pas une journée, c'est-à-dire que quand la petite Madeleine est née, c'est que quand j'étais dans un groupe cosmétique, je m'étais dit, mince, c'est pas le projet que j'ai vraiment en tête et c'est pas le projet que je veux mener. Et cette intuition-là, on la développe au quotidien sur différentes échelles. Et c'est peut-être ça le petit conseil, anecdote, je ne sais pas comment le mettre, mais à donner. Très bien, merci beaucoup. Pour conclure cette première table ronde, ces premiers échanges, est-ce que, Marie-Odile, tu pourrais, pour ceux qui dans la salle se poseraient la question de savoir s'ils ont une idée, ils hésitent à se lancer, quels conseils tu pourrais leur donner? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Ce que je conseillerais, c'est de bien s'entourer, de trouver des personnes qui nous challengent, qui osent nous dire quand on va droit dans le mur, et de ne pas hésiter à rencontrer surtout les utilisateurs finaux, de bien comprendre leurs besoins et de le traduire au mieux. Voilà. Merci. Guillaume, est-ce que tu as toi aussi un conseil à donner? Alors peut-être un retour d'expérience. Oui, peut-être que c'est lié à la petite Madeleine, mais c'est peut-être prendre un peu plus de temps sur le développement projet. Lancer une marque, finalement, peut-être qu'on n'a pas 2 fois l'opportunité de la lancer, donc autant valider chaque étape sans avoir finalement le TGV derrière soi.
Et voilà, prendre peut-être un peu plus de temps dans le développement pour être sûr de ce qui est lancé et de la retombée potentielle qui peut être donnée derrière. Très bien, merci. Pauline, à toi. Pour conclure, du coup, je suis d'accord avec les deux conseils précédents. Et je dirais d'oser, parce qu'il y a toujours énormément de peur quand on a potentiellement une idée de projet. Il y a plein de raisons qui sont valables pour pas qu'on se lance. Mais c'est une aventure extraordinaire et on apprend au quotidien des nouvelles choses tout le temps. Donc, surtout, peut-être c'est cliché, mais en tant que femme, oser entreprendre, c'est pas toujours facile. Mais je pense qu'il faut vraiment insister pour qu'on ait aussi plus de femmes dans l'entrepreneuriat. Ça va de mieux en mieux. Mais voilà. Exactement. Merci en tout cas parce que vous avez été deux très beaux exemples de l'entrepreneuriat féminin. Merci Guillaume également pour votre partage d'expérience. J'espère que ça aura pu susciter des vocations dans la salle. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà pour ce tour de chauffe, si jamais vous n'aviez pas encore assez chaud. Je vous propose maintenant du coup de passer à la dernière partie de cette soirée, avant le cocktail bien sûr. Je vous propose du coup dans quelques instants d'accueillir Éric Larchevêque. Vous étiez venu sûrement pour ça, vous l'avez peut-être connu dans l'émission sur M6 Qui veut être mon associé, mais ce n'est pas que ça, il a également été cofondateur de Ledger, de Cornhouse, de l'école AlgoSup. Donc voilà, je vous propose, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Éric Larchevêque. Merci. Merci Éric. Je te propose du coup, Éric, toi aussi, de nous partager ton expérience d'entrepreneur et j'espère toi aussi que tu sauras susciter des vocations. En tout cas, je vais passer la matinée avec toi et c'était absolument fabuleux. Merci d'avoir pris le temps de partager ces moments avec des startups de la Technopole, les équipes et de prodiguer tes bons conseils. Merci beaucoup Éric. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est bien à 3. Hein. Il fait chaud, c'est bien, et il y a de bonnes ondes. Hein. J'ai pu passer la matinée en compagnie de certains d'entre vous, et c'était super de pouvoir échanger sur plein de projets, et de voir aussi la Technopole, hein, tout le travail qui a été fait ici, c'est l'impact sur la ville, et je crois qu'on peut vraiment le mesurer. J'étais vraiment impressionné par voir le résultat de tout ce travail. Et donc évidemment, j'étais un peu en espion, puisque ce genre d'initiative m'intéresse au plus haut point. Et j'espère un jour pouvoir faire à Vierzon la même chose que ce qui a été fait ici. Alors si je suis là ce soir, c'est pour vous raconter un petit peu une histoire, mon histoire d'entrepreneur. Et comme toute histoire, il faut bien commencer quelque part. Et je ne savais pas trop par où commencer. Et je me suis dit que finalement, peut-être... mon histoire, elle commence en Noël 1981. J'avais 8 ans et j'étais à Villars-sur-Olon en Suisse. Je passais ma 3e étoile de ski au Club Méditerranée. Et c'était le dernier jour, le soir, on devait avoir nos remises de médailles. Et on a donc fait une dernière journée de ski et on a skié toute la journée. Et on arrive en haut dans un petit restaurant, on se repose et là, le moniteur dit « Bon, maintenant, vous avez 2 choix. Soit vous redescendez avec la Micheline, donc dans le petit train pour redescendre à la station, soit allez, on redescend en ski. » Moi, j'étais un peu fatigué, c'était dur quand même, on avait skié toute la journée. Et il y a une partie du groupe qui rentre en Micheline et moi, j'hésite et je me dis « Ah non, allez ». Il faut se dépasser, il faut y aller, c'est mon dernier jour de ski, allez, je vais descendre en ski. Et en 1981, c'est une époque où la technologie des skis, elle n'était pas, je pense, aussi bonne que maintenant. Et donc, je chausse mes skis. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais chausser des skis de ma vie. Bon, vous en doutez, il s'est passé quelque chose. J'ai fait la descente, j'ai raté un virage. Mon ski s'est accroché, j'ai fait un tourniquet, j'ai toute la jambe gauche en fait qui a cassé en plusieurs endroits. Et donc ça a été un traumatisme assez important. Bon, comme vous le voyez, hein, tout va bien, il y a pas de problème.
mais ça m'a forcé à apprendre une leçon assez essentielle. Peut-être ma première leçon d'entrepreneur. Et c'est peut-être pas celle que vous pensez, non, c'était pas celle de se dire parfois il faut réfléchir, parfois il faut mesurer le risque, non, pas du tout. En fait, la conséquence de cet accident, c'est que j'ai passé tout mon CE2 et un peu plus au lit, en rééducation. J'ai mis des années à m'en remettre, mais j'ai donc passé du temps seul, comme ça, à attendre. Et j'ai appris une qualité essentielle, la patience. J'ai appris à être patient. Ça m'a forcé à être patient, ça m'a forcé assez jeune à relativiser. Et cette première leçon m'a été bien utile plus tard. Et je suis fils unique. J'habitais à la campagne, à Vierzon, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que mon père est issu d'une famille de porcelainiers. On avait une usine de porcelaine à Vierzon. Ma maman était petit rat de l'opéra. Et elle avait ouvert son école de danse à côté, là on habitait à côté de Vierzon. Et donc j'étais fils unique et je passais beaucoup de temps seul. Et ça m'a appris aussi autre chose, le fait d'être seul, d'être patient, d'être souvent face à moi-même. Ça m'a appris à faire quelque chose de très important et qui est, je pense, d'autant plus utile aujourd'hui à notre époque et qu'on a complètement oublié de faire. Et je suis sûr que c'est quelque chose, ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas fait. Parce qu'aujourd'hui, pour faire ça, il faut vraiment le choisir, alors qu'avant, c'était un petit peu inévitable. Et pourtant, cette chose, elle est essentielle dans le développement de quelqu'un, d'autant plus s'il est jeune. Cette chose, c'est quoi ? C'est de s'ennuyer. Parce que quand on s'ennuie, on réfléchit, on se met à créer, on se met à imaginer. Et je ne peux que vous implorer, si vous avez des enfants, mais ça marche aussi pour vous, quel que soit votre âge, c'est de faire en sorte qu'ils s'ennuient. Aujourd'hui, on ne peut plus s'ennuyer. Dès qu'on a un peu de temps libre, qu'est-ce qu'on fait ? On prend son téléphone, on regarde les réseaux sociaux, on regarde des chats sur Instagram, on se tape une vidéo de danse sur TikTok. Et en fait, on est complètement absorbé par les réseaux sociaux. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est sympa. Moi aussi, je regarde des vidéos de chats sur Instagram, je suis comme tout le monde. Par contre, voilà, il faut faire attention à s'ennuyer. Il faut avoir la discipline de l'ennui. Parce que l'ennui est à la base de la créativité, et je pense que d'une certaine façon, la créativité, elle est à la base du succès. Donc l'ennui, pour moi, a été important, parce que comme je me suis ennuyé, j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et la grande chance que j'ai eue, quand j'étais petit, toujours une dizaine d'années, c'est de savoir exactement ce que je voulais faire, d'avoir un but, d'avoir un objectif. Et moi, si on me demande pourquoi toi tu as réussi et les autres peut-être parfois réussissent pas, alors on pourra parler de la définition du succès plus tard, c'était vraiment ça. J'avais un but, j'avais un objectif, je savais ce que je voulais faire, j'avais cette chance-là, et c'est pas forcément quelque chose que l'on peut décréter, mais en tout cas, en s'ennuyant, on se donne une bonne chance d'y arriver. Et moi, qu'est-ce que je voulais faire ? C'est très simple. À l'âge de 10 ans, un jour, j'ai croisé un ordinateur, c'était un Thomson TO770, un truc aujourd'hui, ça n'existe pas, c'est même pas aussi puissant, c'est ridicule par rapport à un smartphone, mais quand j'ai vu ça, j'ai été obnubilé. Je me suis dit, ok, il faut absolument que je puisse en avoir un, je veux tout comprendre des ordinateurs, je veux savoir comment fonctionne un ordinateur, j'en veux un, et j'ai tanné ma maman pendant 1 an à lui demander, maman, achète-moi un ordinateur, je veux un Thomson TO770. J'achetais des magazines, je découpais les magazines des claviers et je tapais, je vous jure c'est vrai, je tapais sur le clavier qui n'existait pas, qui était en fait une photo, et je m'imaginais en train de programmer, d'écrire un programme en BASIC, qui était le langage de programmation de l'époque. Et donc j'avais cette chance d'avoir ce but. Et donc ma maman a eu l'intelligence de comprendre qu'un ordinateur, c'était pas un gadget, un jouet. Ça valait quand même assez cher à l'époque, et au bout d'1 an, j'ai eu mon ordinateur. Et là, pour moi, c'était génial. Je passais mes journées dessus à programmer. On n'avait pas de jeu, donc si on voulait jouer, il fallait le programmer. Et donc pendant des années, j'ai fait de l'informatique. J'ai appris que ça s'appelait comme ça après. Et je voulais vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Et je me suis dit, si je veux comprendre comment ça fonctionne, je dois devenir ingénieur. Et donc, je me suis dit, ok, les maths, c'est important, la physique, c'est important. Et j'ai décidé de devenir bon en maths, bon en physique, en tout cas suffisamment bon pour arriver là où je voulais aller. Et le but est important. Pourquoi j'aimais les maths ?
au début parce que je me disais que c'était la voie d'accès vers l'ingénierie, pour comprendre comment fonctionnent les ordinateurs. Après, quand j'ai fait des études supérieures, j'ai compris la poésie subtile des mathématiques et je me suis mis à les aimer pour autre chose. Mais en tout cas, j'ai eu cette chance de vouloir comprendre, de savoir où je voulais aller, et donc de me donner les moyens d'y arriver. Je n'étais pas forcément un très bon élève, hein, j'ai eu doigt faire ses preuves au bac, mais comme je savais que je voulais rejoindre une école d'ingénieurs qui s'appelait Lessier, je l'avais trouvée parce que là-bas ils avaient une salle blanche. Moi, ce que je voulais faire très précisément, c'était faire de la microélectronique, concevoir des microprocesseurs. C'était très précis, ne me demandez pas pourquoi je voulais faire ça, mais je trouvais ça cool. Et donc j'ai trouvé cette école, Lessier à Marne-la-Vallée. J'ai passé les concours, j'ai eu mon bac avec mention assez bien, j'étais content quand même, grâce à la philosophie, parce que j'ai eu, je crois, 0 en histoire, 0 en SVT, enfin franchement, je suis rentré dans cette école, là j'ai vraiment travaillé, parce que comme vous le savez, dans les écoles supérieures, c'est un prépa intégré en tout, un cursus en 5 ans. Les premières années, ça écrème. Donc là, j'ai bossé. Pendant 2 ans, j'ai bossé. C'est la seule fois où j'ai vraiment travaillé d'un point de vue, dans l'univers pédagogique. Et eh bien, j'ai trouvé une école vraiment super sympa où je pouvais faire plein de trucs, de l'électronique. Et j'ai commencé un peu à avoir des idées, à travailler dans ce domaine. J'ai croisé un binôme avec qui on a travaillé, il s'appelait Laurent Lelu. Et un jour, il vient me voir et il me dit... Moi, on s'amuse, on fait de l'électronique, donc c'est-à-dire on soude des composants et on fait des machins. Ce serait rigolo si on pouvait gagner un peu d'argent et donc les publier dans un magazine qui s'appelle Électronique Pratique. Alors, on se dit pourquoi pas. Donc on appelle le directeur de la publication, on prend rendez-vous et puis on arrive tous les deux là dans les éditions Ventillard, un truc nord de Paris. Premier contact avec on va dire l'univers du travail, enfin un truc tous des dingues là-dedans. Ils avaient tous des tiroirs dans lesquels ils avaient leur whisky, leurs trucs. Enfin, je sais pas. C'était vraiment un autre monde. Et donc, on voit le directeur de la publication. On lui dit voilà, on était venu avec plein de montages, etc. Et la première leçon sur le marketing que je prends, donc on arrive avec des trucs très compliqués, des montages qui font ceci, cela, et on rentre dans des démonstrations techniques en fait du potentiel de nos montages et ce qu'on pourrait expliquer. Là, il prend les trucs, il les jette, c'est de la merde. Moi, je m'en fous. En fait, non, vous n'avez rien compris. Ok, peut-être que vous savez faire l'électronique, mais moi, ce que je veux, c'est voir du composant jaune, du composant vert, et puis là, une grosse résistance et un machin et un truc. Il faut que ce soit beau en photo. Moi, le reste, je m'en fous. Donc, vous me faites des montages électroniques, mais par contre, il faut que ce soit photogénique. Ah, ok, d'accord. Et donc, on rentre à la maison, on fait des montages photogéniques avec des beaux composants de toutes les couleurs. Et on commence comme ça à bosser. On écrit une 50aine d'articles. Ça marche pas trop mal. On gagne un petit peu d'argent. Après, ils nous proposent d'écrire un livre. Donc, on écrit un bouquin qui s'appelle Montage avancé pour PC. Magnifique. Donc, ça, c'était en 4e année d'ingénieur. On l'écrit, on le publie. C'est malgré tout un succès. On en a vendu 10 000 exemplaires. Pour un livre technique, c'était plutôt bien. Et donc, on gagne un petit peu d'argent. Et à cette époque, c'était le début d'Internet. On est en 1995. Et là, on voit arriver les premiers kits de connexion, Club Internet, tout ça. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose. Et c'est aussi l'époque où je rentre vraiment dans le monde du travail par le stage d'ingénieur, donc dans une grande entreprise, Philips Microelectronics ou Philips Semiconductors. Et là-bas, c'est le choc culturel total. Je passe donc 6 mois dans ce truc. Et en fait, je rentre chez moi le soir et je me dis, mais comment est-ce qu'il est possible que tous ces ingénieurs qui sont là, le soir, quand ils rentrent chez eux, pourquoi ils ne se pendent pas ? En fait, c'était affreux parce qu'on travaillait sur des sujets qui auraient une réalité d'ici 15-20 ans. Je travaillais sur la télévision numérique terrestre, donc on était juste un espèce de petit engrenage dans une machine énorme. Et il n'y avait pas d'espace de liberté, pas d'espace de créativité. Et moi, je me suis dit, non, je ne pourrais jamais bosser là-dedans, c'est pas possible. Je ne veux pas aller dans le monde du travail. Il faut que je trouve une alternative. Et cette alternative, je l'ai trouvée à un moment en discutant, en disant, tiens, avec Laurent Lelu dont je parlais tout à l'heure, on n'a qu'à créer notre boîte, on n'a qu'à créer notre entreprise, il y a Internet, il y a des opportunités, on ne sait pas ce que c'est, eux non plus, mais ils ne savent pas que nous, on ne sait pas ce que c'est.
Et ben on va y aller, on va aller vendre des trucs, et on s'est dit, bah tiens, en tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que je veux pas aller bosser là-bas, et en tant qu'ingénieur en microélectronique, j'avais pas d'autre endroit pour aller, parce que ça demande énormément de capital, la microélectronique, il faut des salles blanches, des trucs de malade, donc il n'y a pas de petite PME en microélectronique. Donc on va voir nos premiers futurs clients, les éditions dont je parlais tout à l'heure, et on leur vend en fait un site internet. Donc on leur expliquait, internet, c'est simple, c'est comme le Minitel, mais plus rapide et en couleur. Voilà. Alors il y en a plein ici qui ne savent peut-être pas ce que c'est que le Minitel, mais on devait expliquer internet. Personne ne comprenait ce que c'était, et puis on nous répondait, non mais internet, ça sert à rien, on a le Minitel, en plus il y a un business model incroyable avec le Minitel, parce que il y a un paiement à la minute, donc tout le monde gagnait plein d'argent avec le Minitel en mettant leur service là-dessus, et aller sur internet, c'était pas gagné. Aujourd'hui, ça paraît un peu absurde, mais la France a perdu beaucoup de temps à cause du Minitel. Et donc, on s'est dit, OK, on a trouvé un client, on va se lancer. Et là, je me dis, oula, il faut créer une entreprise. Je ne savais pas trop ce que c'était. Et il fallait un capital de 50 000 francs. Donc, ça fait 7 000 € aujourd'hui, mais je pense que c'est plutôt l'équivalent de 15 000 €, parce que c'était il y a longtemps. Et donc, on avait l'argent, parce qu'on avait travaillé pendant nos études. Et par contre, j'étais au niveau 0 de la compréhension du truc. Moi, la question que j'avais, je me dis, oh là là, attends, si on doit mettre 50 000 francs en capital, après je les ai perdus ou ils sont encore à moi, quoi. Ouais, j'en étais là. Et donc je me suis dit, bon, je comprends rien. De toute façon, à l'école, personne ne savait ce que c'était. Et puis, d'une manière générale, un entrepreneur, c'était quelqu'un qui... un entrepreneur en bâtiment, quoi. Donc c'était pas facile, il n'y avait personne en fait pour nous aider. Et donc je me suis dit, je vais aller à la Fnac et je vais acheter un bouquin. Donc je suis allé regarder, etc. Et là j'ai vu un bouquin avec un titre assez poétique. Donc s'il y a des experts comptables dans la salle ou des juristes, attention, ça va frétiller un peu. Ça s'appelait la SARL. Et là je l'ai ouvert et j'ai regardé ce qu'il y avait marqué sur la deuxième page. Et là, c'était ma première leçon, deuxième leçon d'entrepreneur, parce que j'en avais une quand j'étais petit. J'ai lu « Savoir diriger, c'est savoir s'entourer ». C'est le premier truc que j'ai lu sur l'entrepreneuriat. Et ça m'a jamais lâché. Je reparlerai tout à l'heure. Mais pour moi, il me paraît évident que pour arriver au succès dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas y aller seul. Et donc, ça m'a rassuré sur le fait que j'avais déjà un associé. Et puis, j'ai commencé à comprendre, j'ai recopié les statuts, j'ai appris le plan comptable, on a lancé l'entreprise et on a commencé à démarcher des clients. Donc, c'était en 1996 qu'on a créé cette entreprise. Et pendant 2 ans, on a vivoté, on se payait le SMIC, mais on était contents. On vendait des sites internet, des machins, des trucs. Et à l'époque, ça rigolait pas. Si tu vendais un site internet, après on se disait, maintenant il faut qu'on aille... trouver un serveur quelque part, il faut qu'on crée une salle machine, donc il fallait qu'on tire une ligne directe entre notre local et un centre serveur qui existait déjà. C'est pour ça qu'on s'est installé près de la bourse. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'en Sentier aujourd'hui il y a beaucoup de startups, ou à une époque il y en a eu beaucoup? C'est parce qu'il y avait la bourse. Et à la bourse il y avait énormément de connexions internet, et donc il y avait à Paris, c'était l'endroit où il fallait aller. On va là-bas, on achète des ordinateurs, des serveurs, on les programme, etc. Donc on apprend, parce qu'évidemment, on n'y connaissait absolument rien. Mais c'est pas grave. On vendait les trucs, et après on se disait comment on va faire, et puis on se débrouillait, on était jeunes, et puis effectivement, on pouvait bosser. Mais, donc on est arrivé à peu près, on arrivait à faire 50 000 francs de revenus, donc 15 000 € par mois, donc c'était pas mal. On arrivait à se payer, à gagner un petit peu d'argent. Mais je me suis dit, 2 ans après, on se dit... C'est pas facile. Si on veut réussir à croître, eh bien, on est dans le service. Il va falloir recruter. Il va falloir ajouter du monde. Et je me suis dit, non, gérer de l'humain, je pense que j'étais pas encore prêt. Et donc, je me suis dit, on va faire autrement. Je voyais un peu ce qui se passait autour aux États-Unis. Il faut du produit. Un service, c'est bien, mais chaque mois, tu repars à zéro, il faut vendre. Alors qu'un produit, tu peux le vendre 1000 fois, 1 million de fois. Et donc, hop, on va créer une nouvelle boîte. Alors, on a créé une nouvelle entreprise en 98. Là, on était plus dans le domaine de l'affiliation, de la monétisation, avec des contenus comme du divertissement, de la rencontre, des choses qui marchaient bien sur Internet. Et cette boîte, elle a très vite décollé parce qu'on avait un bon business model, notamment avec l'affiliation. On était les premiers en France à faire de l'affiliation. Et on l'a lancé en 98.
dans les années 2000, au début des années 2000, on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, très belle croissance, belle boîte. On n'avait pas levé de fonds, parce qu'à l'époque, de toute façon, c'était pas idéal. Et puis, quand on a commencé à bien marcher, il y a eu le crack des années 2000. Et donc là, ça, c'était mort. Hein. Il n'y avait plus un seul VC. Ils ont tous disparu. Et donc, on a continué à le développer jusqu'en 2002. Et là, en 2002, j'ai commencé à être un peu fatigué, parce que voilà, je bossais tout le temps, le week-end. Pour moi, le pire jour de la semaine, c'était le vendredi. Parce que le vendredi, je savais que tout le monde allait partir, que le week-end, j'allais être seul au bureau. Donc j'étais en stress total le vendredi. Et s'il y a bien une expression que j'ai jamais compris, c'est comme un lundi. Hein. Moi, le lundi, j'étais wouh, c'est génial, il y a une nouvelle semaine qui repart, j'avais la patate. Mais donc, au bout de quelques années comme ça, j'étais un peu fatigué. Et on a eu l'opportunité de pouvoir créer en fait une plateforme offshore pour pouvoir recruter des développeurs, des graphistes dans les pays de l'Est. Parce qu'il fallait recruter, on avait du mal à en trouver, on voulait payer moins cher. Et là, c'était l'époque où ça commençait à se développer en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne. Et donc, je me suis dit, bah non, c'est moi qui vais aller monter la filiale, je vais prendre un peu de recul. Et donc, je suis parti dans les Carpates, en Transylvanie, dans une ville qui s'appelle Brasov. Et là-bas, on a monté une plateforme, on a recruté des développeurs, etc. Et j'ai un peu changé de braquet, j'ai découvert un nouveau pays. Et j'ai aussi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire là-bas, parce que j'avais un peu plus de temps, parce que c'était un peu plus facile de gérer cette nouvelle boîte. Et j'ai commencé à faire de l'immobilier. Il y avait des opportunités, j'achetais des terrains, je les développais, je les revendais. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc ça m'a donné aussi une expérience un petit peu différente sur un métier très différent. Et au bout de 2 ans, par contre, je commençais un peu à tourner en rond. Je m'emmerdais en fait, parce qu'en Roumanie, à Brasov, c'était pas terrible. La vie sociale était un peu limitée. Donc je me suis dit, voilà. Donc on était en 2005 à peu près. Et je me dis, allez, il faut que je change, c'est le temps de changer. Donc je regarde en fait sur la carte d'Europe. Et là, je vois qu'il y a un pays qui je ne connaissais pas en fait. Je n'ai jamais appris ce pays à l'école. C'était la Lettonie, qui avec les pays baltes, hein, l'Estonie et la Lituanie au sud, étaient des nouveaux pays qui venaient d'arriver suite à l'écroulement du bloc soviétique et qui étaient en pleine expansion. 10% de croissance du PIB annuel. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, les tigres baltes, il se passe quelque chose là-bas, il faut que j'y aille. Donc j'ai mis toutes mes affaires dans la voiture, hop, et je suis allé à Riga. Et la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé dans un café. Et là, je suis sorti de ma zone de confort, parce que là, ça se voit pas, mais je suis quelqu'un qui est plutôt timide en général, qui n'aime pas parler aux gens. Et je me suis dit, faut que je recrute quelqu'un, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Je parle pas la langue et tout. Bon, je parlais anglais, mais je connais pas le truc local. Donc, j'ai commencé à parler aux gens. J'ai dit, voilà, je voudrais recruter un assistant, une assistante, tu connais quelqu'un. Et comme ça, j'ai réussi à recruter une assistante. J'ai pris des locaux et je me suis dit, je vais faire de l'IT. Je vais faire ce que je sais faire. Hein. Je vais essayer de vendre des solutions IT. Et là, très rapidement, je me comprends que je suis en train de faire une connerie parce que le pays, il est tout petit. Il y a 1 500 000 habitants à l'époque. Je me dis, oula, ça va être chaud pour faire un gros business. Donc, hop, c'est pas grave. Je suis reparti dans l'immobilier et j'ai refait un peu de développement. C'était l'époque un peu folle où on pouvait acheter un immeuble, le découper, le revendre 3 fois le prix. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Il y avait une énorme bulle immobilière. Hein, on se rapprochait un peu de 2008, inexorablement. Et par une suite de hasard, en fait, je me suis retrouvé avec un terrain sur lequel je me suis dit que la meilleure exploitation de ce terrain, ce serait de créer un hôtel. Et donc, en 2005-2006, je trouve un associé, un Français sur place, Frédéric, et on décide de créer un hôtel qui s'appelle le Dodo Hotel, 109 chambres, qui était basé sur un principe un peu novateur à l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est très classique, mais c'est des petites chambres, bien design, écran plat, wifi gratuit, pas de salle de réunion, pas de bar, pas de truc qui sert à rien, et donc capable d'avoir un super prix, pas cher, etc. Et on développe l'hôtel. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses nouvelles, c'était très intéressant. Et en 2008, vraiment, on est en plein dans la construction. Et là, en fait, je comprends quand même quelque chose, c'est que l'immobilier, c'est bien, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et je passe quand même une partie de mon temps à regarder la peinture séchée sur les murs. Donc, je m'emmerde un peu, quoi. Et donc, je me dis, tiens, je vais sortir un peu le soir. Et je vois un casino, les lettres néon, un peu comme Plug and Start.
Et là, je rentre, je m'assois à une table de poker, c'était un tournoi de poker. Je ne connaissais pas les règles. Et je remporte le tournoi. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le poker, oui, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais extrêmement chanceux. Et forcément, en gagnant ce tournoi, je me dis, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce truc, je suis trop fort. Et donc je m'intéresse au jeu, et je suis piqué de curiosité par le jeu du poker. Et là, je commence à lire plein de livres, et je vais consacrer les 2 prochaines années de ma vie, en fait, à jouer au poker. Donc j'apprends le jeu, je me développe et je commence à avoir des petits résultats, puis des bons résultats. Je fais les Masters classiques d'Amsterdam, je fais une table finale, ça me propulse un peu et puis je commence à faire les championnats d'Europe, les championnats du monde. À un moment, je suis 3e joueur français de tournoi et je fais 2 ans comme ça, à beaucoup voyager parce que c'est du poker en salle, hein, c'était pas en ligne. Et j'apprends énormément sur la condition humaine. Hein. Au poker, j'ai appris énormément de leçons finalement, qui m'ont servi ensuite pour l'entrepreneuriat. La lecture des signaux faibles, la maîtrise de mes émotions, la négociation, la compréhension d'une situation, la gestion du risque, l'analyse d'une situation. Vraiment énormément en fait, d'éléments que j'ai appris et qui par la suite m'ont été très utiles et je vous donnerai quelques exemples. Donc, pendant 2 ans, je fais du poker, ça se passe pas trop mal, je gagne un peu d'argent, mais pas non plus la folie. Par contre, au bout de 2 ans, en fait, j'en peux plus, c'est trop dur, c'est trop d'émotions négatives. En fait, j'arrive pas à gérer la difficulté de la perte, de la perte au sens, quand on gagne pas un tournoi, on a perdu. Donc en fait, c'est un peu comme un match de boxe, sauf qu'il y a 2000 personnes, et donc pour gagner tous vos matchs là-dessus, c'est très difficile. Et surtout, je commence à être rongé par quelque chose de difficile, c'est que je me sens vide, j'ai pas de projet. Et à cette époque, je me marie, j'ai un premier enfant, et je me dis, je veux pas expliquer à mes enfants que je joue aux cartes. Qu'est-ce qu'il fait, papa ? Oh, il joue aux cartes. Je dis, non, c'est pas possible, j'ai besoin de construire, j'ai besoin de repartir en fait dans un projet. Et 2008-2009, je suis à moitié en dépression en fait, à dire mais qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que je trouve un projet, il faut que je retrouve quelque chose. Et donc je passe des mois et des mois à chercher, à réfléchir, à voir tout ce que je pourrais faire. Et finalement j'ai une idée. Et là je me dis, oh là là, je suis frappé par la foudre, putain l'idée est géniale. Et je me dis putain, faut pas que j'en parle. Quelqu'un va me doubler. Personne ne l'a fait, je vais être le premier, j'en parle pas. Je commence à bosser le truc, et puis à un moment, je sais pas comment, je finis par en parler à quelqu'un, je craque, j'en parle à quelqu'un. Et là, il me dit, mais ton idée, c'est de la merde. Je vais vous la dire, mon idée. Après, vous allez me dire si c'était de la merde. C'était l'époque où Android, iOS arrivait, il y avait l'iPhone, donc on avait des smartphones et donc on avait des petits ordinateurs dans la poche avec une caméra et une connexion Internet. Et moi je me suis dit, waouh, c'est génial, on va pouvoir avec la caméra scanner des codes barres, récupérer la fiche produit et avec ça, je vais pouvoir faire un like sur Facebook sur le produit. Waouh. Je me dis, ouais, c'est le graphe social, c'est l'époque où tout le monde veut montrer sa vie sur Facebook et je me suis dit, tu imagines, tu peux scanner une bouteille de Coca-Cola et dire que t'aimes le Coca-Cola, juste comme ça, clique. Alors évidemment, c'était une idée pourrie, complètement pourrie. Et là où la grande leçon, en fait, que j'ai apprise, est-ce que maintenant je n'arrête pas de répéter inlassablement à tous les entrepreneurs qui viennent me voir, que je vais répéter encore ce soir, pour ceux que ça intéresse, c'est une idée, ça n'a aucune valeur. D'accord ? La seule chose qui compte, c'est l'exécution. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de se faire piquer son idée. Si votre peur, c'est de vous faire piquer votre idée, eh bien vous allez en parler à personne. Et la seule manière d'améliorer cette idée, parce que très probablement, même sûrement en fait, votre idée c'est de la merde, eh bien en parlant à quelqu'un, vous allez la faire évoluer. Et donc, si vous avez peur que quelqu'un s'approprie votre idée, la première chose que vous devez faire, c'est vous la faire piquer. D'accord ? Donc vous avez votre idée, vous la tweetez, hop, ça y est. Comme ça, vous l'êtes fait piquer, et maintenant vous pouvez commencer à travailler. Donc,
Voilà. Il y a des entrepreneurs encore, ils arrivent, ils disent j'ai une idée, mais je ne sais pas parler, tout ça, j'ose pas le dire, parce que vous allez me la piquer. Je dis, écoutez, non. Déjà, une idée, je ne vais pas vous la piquer, parce que de toute façon, elle est sûrement pourrie. Et de toute manière, une idée, ça ne vaut rien, parce que la seule chose qui a une valeur, c'est son exécution. Hein, vous pouvez en avoir plein des idées en disant bah tiens, pourquoi pas, on ferait un système où les gens qui voyagent, ils pourraient en même temps porter des colis et hop, et les apporter, comme ça on serait meilleur que la poste et blablabla. Ouais, super l'idée, mais en fait c'est juste injouable, infaisable, en fait il y a plein de problèmes. Et donc, si vous avez des idées, vous devez les partager, d'accord ? Vous devez échanger, et c'est comme ça que vous allez l'améliorer. Donc ça a été vraiment une leçon pour moi. Partager son idée, c'est la meilleure façon de la faire évoluer. Et donc j'ai fait évoluer cette idée et je me suis rendu compte, on était donc en 2010, qu'avec les codes barres, en fait, il y avait aussi les prix des produits dans les magasins. Parce que c'était l'époque des drives. Les drives, c'est quoi ? C'est vous faites vos courses sur Internet et vous pouvez acheter au Carrefour en bas de chez vous, etc. Puis après, vous venez chercher directement la commande. Et donc, je me suis dit, oh, c'est génial. Et donc j'ai développé toute une technologie qui permettait d'indexer les prix en temps réel. Et donc là, je commençais à avoir quelque chose qui permettait de comparer les prix des produits de grande consommation dont tout le monde se contrefoutait à l'époque, et donc de pouvoir acheter au moins cher, etc. Là, on est en 2010. Là, je commence à avoir un premier prototype, à avoir un peu d'usage. Donc la chance que j'ai, c'est que je suis capable de faire tous les développements. Ça, c'était vraiment, je pense aussi, ce qui m'a aidé, le fait d'être aussi le directeur technique de mes entreprises, bah, ça m'a permis d'aller assez rapidement et de pouvoir faire des protos, et donc de pouvoir le faire un petit peu tout seul au début. Mais justement, je me suis dit, attends, là, tu as peut-être un truc, par contre, tu ne vas pas y arriver tout seul. Tu dois te trouver un associé. On était en 2010, j'avais décidé de rentrer en France, après avoir vécu à Riga, et j'arrive à Paris, et ben là, je n'ai pas de réseau, je ne connais personne. Bon, entre-temps, quand même, vous savez, la petite société dont je parlais tout à l'heure, qui faisait 20 millions, on l'a vendu en 2007, on l'a vendu à RentabiliWeb, on l'a vendu 22 millions d'euros, on était 4. En plus, il y a une coopération entre la France et la Lettonie qui fait qu'on ne paye pas d'impôt sur la plus-value. Et c'est pas moi qui ai écrit cette loi. Donc j'avais quand même pris une première exit sympa. Donc en fait, je ne suis pas retourné à Paris, je suis retourné à Neuilly-sur-Seine. Voilà. Mais bon, par contre, je n'avais pas de réseau, et je me suis dit, je dois trouver un associé. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour entreprendre, il faut être à plusieurs. C'est trop dur d'entreprendre. Entreprendre seul, je pense que j'y arrive pas. Je pense que c'est possible, ça dépend du caractère, mais en tout cas, si vous vous posez la question et que vous avez un doute, allez vers un associé. Alors maintenant, la question, c'est comment on fait ? Comment on fait pour trouver un associé ? Ça, c'est pas facile, c'est comme... je vous renvoie la question, comment on fait pour trouver son mari ? Comment on fait pour trouver sa femme ? Je veux dire, c'est des choses qui ne se décident pas, qui ne se décrètent pas. Par contre, si on ne fait rien et qu'on reste chez soi, il ne va rien se passer. Il faut créer ces opportunités. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'étais à Paris et je me suis mis à sortir, à aller dans tous les apéros entrepreneurs, les événements comme celui-là, les start-up week-end, et j'avais mon prototype dans la poche et je me faisais violence pour aller parler aux gens. Encore une fois, c'était vraiment pas facile pour moi. J'aime pas parler aux gens. Maintenant, ça va mieux, je me suis soigné. Mais voilà, je suis sorti de ma zone de confort et je montrais mon truc. J'avais découpé des codes barres de boîtes de céréales. Et regarde, tu peux scanner, tu peux voir le prix. Et un jour, il y a un gars, il regarde, il dit ah, c'est sympa ton truc. On commence à discuter. Il s'appelle toujours Thomas France. Et on commence à discuter, c'est sympa. Il aime bien le truc, je lui dis tout de suite, voilà, je cherche un associé. Il était aussi ingénieur, mais il était plutôt côté un peu business marketing. Il travaillait dans une grosse boîte de consulting. Et là, je me dis, est-ce que c'est la bonne personne ? Parce que c'est pas facile ensuite. On a trouvé quelqu'un, on se dit c'est bien, mais est-ce que ça va fonctionner ? Alors je dis, tiens, viens, on va se donner rendez-vous à Gare d'Austerlitz. Vous allez comprendre. Et donc, il vient Gare d'Austerlitz et je lui dis, bah tiens, voilà ton billet de train, on va à Limoges. Il dit, ah bon ? Il dit, ouais, elle vient. Et donc, on s'installe dans le train, et c'est 4 heures de train quand même. C'est pas le plus long. Et en fait, à un moment qu'on est avec quelqu'un comme ça, avec qui on a plein de sujets de conversation, surtout qu'on veut lancer un projet ensemble, il arrive quand même inévitablement un moment où on n'a plus rien à se dire.
D'accord ? Et là, ce moment, il est clé. Donc on est à un endroit, on ne peut pas s'échapper. Hein. Il ne pouvait pas s'échapper, il ne pouvait pas se jeter par la fenêtre, moi non plus. Donc on était assis l'un à côté de l'autre. Puis à un moment, voilà quoi, pour rien à se dire, on a vu tous les sujets. Et si vous êtes capable de rester 1 heure à côté de cette personne sans être obligé de combler les trous, parce que finalement vous êtes à l'aise, alors ça pourra marcher. C'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas c'est un bon indicateur. Si pendant 7 heures vous êtes là et vous dites il fait beau, il fait froid, et machin, et bidule, et vous commencez à blablater sur des sujets qui n'ont aucun sens et complètement débiles, simplement parce que vous voulez pas qu'il y ait un silence, parce que parfois les silences c'est gênant avec quelqu'un. Ah ben, ça veut dire que, à mon avis, ça ne marchera pas. Donc voilà, vous avez une technique, vous n'êtes pas obligé d'aller à Limoges, vous allez où vous voulez, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et donc je m'associe avec Thomas. Au début, j'avais 100% du capital et je lui ai donné un peu des parts, etc., parce que j'avais un peu d'argent, donc j'avais pu investir. Et on crée ensemble ce qui est devenu Prixing, qui est un comparateur de prix pour produits de la grande consommation. Donc on développe, on recrute, on lève des fonds. On arrive en 2013, on fait un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, peut-être presque 2 millions d'euros. Ça marche pas trop mal, mais j'ai un problème. Je me dis, cette boîte, j'arriverai jamais à en faire une licorne. Parce que mon objectif, c'était de faire la plus grosse boîte possible. J'avais envie de créer un truc énorme, j'avais envie de prouver au monde que j'étais capable de le faire. Hein, c'est un truc d'ego, des fois. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais vraiment faire un truc énorme. J'avais déjà vendu une boîte 22 millions, donc j'avais quand même un petit peu de ressources. Et je me suis dit, non, je ne vais pas faire un truc qui va marchoter pendant des années. Et j'avais compris qu'il y avait 2 problèmes avec Prixing. Le premier, c'est l'internationalisation. C'était très compliqué de réussir à faire ça ailleurs. Puis le deuxième problème, c'est que, il faut quand même bien l'avouer, c'est qu'à chaque fois que tu scannais tous les prix pour savoir où il faut aller acheter au moins cher, ça te disait d'aller chez Leclerc. Voilà. Donc, je me suis dit, ok. Et donc, on décide de vendre, en fait, le fonds de commerce. Parce que on avait des bons ingénieurs, et je me suis dit, ces ingénieurs, je veux les garder, ils sont trop précieux. Par contre, on va vendre la marque, on va vendre tout. Mais bon, on se dit combien on peut vendre ça, ça va pas être facile. Donc on a des premières propositions un peu molles du genou à 100 000 euros. On avait quand même levé 1,5 million d'euros là-dessus. Bon, je me suis dit, ça va pas le faire, ça va être compliqué. Mais bon, pas le choix. Et puis un jour, on reçoit un appel, grosse boîte, cotée en bourse. Je me dis, bon, peut-être qu'eux, ils vont le prendre à 200 000. Allez, on y va. Le rendez-vous commence. Il y avait tous les directeurs, etc. Et là, ça va être une leçon de comment ne pas débuter une négociation. Donc on s'assoit, et là, un peu le directeur, un peu qui est champion de tous les M&A, acquisitions, etc., il commence et il dit Prixing, c'est génial, vous avez fait un super boulot, le machin, le truc, vos technologies de prix, c'est vraiment top. Il y a vraiment un seul truc sur lequel j'ai un doute, c'est je ne sais pas si on aura assez d'argent pour vous racheter. Alors j'ai dit ouh. Bon, et je comprends. Et donc, voilà. Puis à un moment vient inévitablement la question de bon allez, combien? Là, je dis ok, bon, 1 million. Et le gars il dit ok. Alors, est-ce que j'ai fait le hold-up du siècle ou alors est-ce que j'aurais pu la vendre 10 millions? Ça, j'en sais rien. Toujours est-il qu'après, c'était rigolo parce que j'entendais des conversations, des machins, et il y a des malades, ils ont racheté ça à 1 million et tout. Donc, je pense que ça valait pas forcément ce prix-là. Mais, en fait, parfois, on a des bonnes surprises. Et donc, ne commencez pas vos conversations de négociation quand vous voulez acheter quelque chose en disant « Oh là là, c'est tellement beau que je ne sais pas si je pourrais me permettre de l'acheter. » Surtout qu'on a une boîte cotée en bourse qui a beaucoup d'argent, quoi. Et donc, on vend. Et on se retrouve un peu comme si on avait fait une levée de fonds, puisqu'on a retrouvé l'argent, puis on avait le cash d'avant, sauf qu'on n'a plus de projet. Et là, on est en 2013, je viens d'avoir mon 3e enfant, et là, je suis à nouveau dans la réflexion de « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Et donc là, je commence à regarder un peu ce qui se passe, les startups, les trucs, et je vois un machin que j'avais déjà vu avant,
Mais là, cette fois, j'ai la place mentale, en fait, pour commencer à regarder. Là, je me dis, le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cet argent magique sur Internet? Je veux comprendre. Je m'avais entendu parler, je comprenais rien. Je dis, comment on peut avoir un argent sur Internet? Pourquoi ça a de la valeur? Enfin, c'est quoi cette connerie? Et je commence à regarder. On était mi-2013. Et là, je commence à tirer la ficelle, et je tire la ficelle, et je lis en fait un maximum de choses, des blogs, le white paper, des Wikipédia, des forums. Et quelques semaines après, parce que j'ai quand même mis du temps, il faut que ça tourne un peu, eh bien, j'ai eu la révélation. Je sais pas, un moment, je me suis dit, waouh, ce truc-là, c'est une révolution majeure. J'ai vu comment Internet a impacté le monde, comment Internet a révolutionné la manière dont on communique. Là, ça va révolutionner la manière dont on échange des valeurs sur Internet. Et en fait, pour la faire très courte, le Bitcoin, c'est 2 révolutions. La première, c'est une révolution technologique qui permet d'échanger des fichiers sur Internet. Et une fois que vous avez envoyé le fichier, vous ne l'avez plus. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, si tu envoies un fichier par mail, tu l'as toujours, d'accord? Sauf que là, tu l'envoies et tu ne l'as vraiment plus. Et le tout de manière complètement décentralisée. J'ai vraiment simplifié pour ceux qui connaissent. Et la deuxième révolution, c'est la révolution monétaire. C'est-à-dire qu'avec cette technologie, on remplace le fichier par un jeton et on dit que ce jeton, en fait, fait partie d'une émission monétaire, que cette émission monétaire, cette monnaie, elle va être gérée par un algorithme. La politique monétaire va être gérée par un algorithme qui va être déflationniste. Il n'y aura que 21 millions. Et à partir du moment où on a une technologie qui est solide et une monnaie qui a une politique monétaire que l'on peut connaître à l'avance, eh bien on a quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité, et c'est le Bitcoin. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je mette toute mon énergie là-dedans. Je dois vraiment consacrer mes prochaines années à ça, mais là vient la grande question, mais quoi faire? Et là, j'ai beau retourner la question dans tous les sens, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je fais un exchange? Est-ce que je fais une place de marché? Est-ce que je refais une compagnie de mining? Est-ce que je fais une solution de paiement? Je dis non, je sais pas. Et puis à un moment, je sais vraiment pas. Et donc, là, je fais un truc que je sais bien faire et que je conseille à tout le monde. J'arrête de réfléchir et je me dis, ok, peu importe, il faut y aller. Alors, on va ouvrir un lieu physique qui s'appellera la Maison du Bitcoin, un nom bien désuet pour une technologie de rupture. Et on va se mettre là, et on verra bien. Voilà. Le business plan, c'était « on verra bien ». Après, ça a évolué. On espère qu'il va vraiment se passer quelque chose. Donc, début 2014, on ouvre à Paris la Maison du Bitcoin. Personne ne comprend rien à ce qu'on fait. Normal, parce que moi non plus, je ne comprenais pas. On me dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Je sais pas, m'emmerde pas, d'accord? Et tous les gens qui rentraient, les pauvres, je les chopais et je leur expliquais le Bitcoin. Alors tiens, assieds-toi ici, t'en as pour 45 minutes. Alors, le protocole décentralisé, tout ça, et les gens ils repartaient. Et évidemment, d'un point de vue business, c'était illisible. Les gens disaient, mais vous êtes financé par la mairie de Paris? Ah non. Et là, en fait, la base et le fondement de tout ceci, c'est que je savais, j'étais persuadé qu'il fallait aller dans cette direction, qu'il fallait créer des opportunités. En réalité, ce que j'ai fait, c'est créer des opportunités. Et j'ai été dans l'action. Parce que des fois, et c'est les questions qu'on me pose souvent, quand des entrepreneurs viennent me voir et me disent « Bon, j'ai des idées. » J'aurais déjà dit que les idées, c'est de la merde. Comment on fait pour se lancer? Parce qu'il y a ceci et cela, et à quel moment, et par quoi je commence? Et là, la grande leçon que je leur donne, et là, il faut être un peu prêt à écouter cette leçon parce qu'elle est un peu choquante. La leçon pour moi, dans l'entrepreneuriat, réfléchir, c'est renoncer. C'est-à-dire qu'on doit être dans l'action. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez d'intellectualiser les choses. Arrêtez de vous poser des questions. De toute façon, ça ne sert à rien de faire un business plan de 20 pages avec l'étude de marché, le SWOT, le machin, le bidule, parce que de toute manière, rien ne va se passer comme prévu.
Si vous avez besoin d'écrire un machin pour faire plaisir, allez-y. Mais après, vous le mettez à la poubelle, vous sortez de vos Excel, vous sortez de vos Word, et vous allez dans l'action. Alors je sais, c'est un peu violent comme conseil, mais il y a un véritable fondement à ça. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de tableau de bord, qu'il ne faut pas maîtriser son cash, mais ça ne sert à rien d'avoir des business plans trop complexes. Ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, dans les trucs d'entrepreneuriat, peut-être que ça vous aide à vous former le cerveau, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Voilà, moi c'est vraiment mon opinion très forte là-dessus. Passez à l'action. Comment on fait le premier pas ? Vous faites le premier pas. Vous ne savez pas où vous allez, plutôt vous ne savez pas par où commencer, vous y allez, à condition que vous savez où aller à la fin. C'était pareil avec la maison du Bitcoin. Je savais que je voulais aller créer des opportunités, qu'il se passe des choses dans l'univers du Bitcoin et plus tard de la crypto. Donc je me suis dit, on va créer un lieu, on va créer des opportunités. Et j'avais une visibilité quasiment nulle. Pas de revenus, pas de business plan, rien. C'est pas grave, on va faire venir du monde et on verra bien. Alors ça paraît un peu inconscient comme approche. Mais moi j'aime bien penser, j'aime bien dire qu'aussi dans l'entrepreneuriat, il faut cultiver son inconscience. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut un peu lâcher et il faut arrêter de réfléchir. Et moi, c'est une des grandes chances que j'ai eues, c'est que je réfléchis pas trop, dans le sens où je ne suis pas très intellectuel. J'ai une capacité d'analyse, de réflexion comme tout le monde. J'ai fait des maths, je suis capable de comprendre des concepts. Mais, en fait, débattre sur des sujets philosophiques ou intellectualisés, ou, je sais pas, déblatérer de la théorie du genre pendant 2 heures, moi, je ne peux pas, parce que ça ne m'intéresse pas. C'est trop abstrait, c'est trop compliqué. Et c'est une vraie chance, en fait, de ne pas être intellectuel, je pense. Et le fait d'être dans l'action, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop se poser de questions, eh bien c'est nécessaire. Donc je sais, c'est peut-être criminel de dire tout ça. Il y en a peut-être qui vont se dire, mais il est complètement dingue de dire ça à des jeunes. Mais à un moment, allez-y. Être dans l'action, soyez dans l'action. Arrêtez de trop réfléchir, parce que, encore une fois, réfléchir, c'est renoncer. Vous trouverez toujours les bonnes raisons pour ne pas faire, pour ne pas y aller. Et donc on a créé la maison du Bitcoin, et ça a donné lieu à des opportunités. On a croisé la route de 2 entreprises, une qui était dans le Bitcoin à Vierzon, par le plus grand des hasards, parce que des gens de Vierzon, il n'y en a pas beaucoup. Alors des gens de Vierzon qui font du Bitcoin, alors là, et la coïncidence bizarre ne s'arrête pas là. La première fois que je le vois, il s'appelait Joël Pobeda, il avait son entreprise Chronocoin à Vierzon. Donc il arrive à la maison du Bitcoin. Je dis, ah salut, donc c'est toi Joël de Vierzon qui fait du Bitcoin ? Et oui. Alors on discute un peu et puis il me dit, un truc assez bizarre quand même. Il me dit, tu sais, j'ai des photos de toi dans ma cave. Alors je dis, c'est-à-dire, t'as des photos de moi dans ma cave, dans ta cave, pardon. Il dit, oui, j'ai des photos de toi, de la famille Larchevêque, des archives. Il dit, mais attends, pourquoi tu as des archives de ma famille dans ta cave ? Mais il me dit, en fait, quand je suis venu à Vierzon, parce qu'il n'était pas de Vierzon, j'ai racheté une maison, et il se trouve que c'est la maison de famille Larchevêque. Donc j'habite chez toi, en fait. Alors là, en tant que mauvaise coïncidence, de mauvais scénarios, de mauvais films de Netflix, franchement, c'était difficile de faire mieux. Et là, quand on dit que la réalité dépasse la fiction, là, j'avoue que c'est vrai, parce que jamais personne n'aurait osé faire un tel scénario, à quel point, en fait, finalement, les coïncidences, des fois, sont complètement ridicules. Et donc, c'était rigolo. On a commencé à travailler ensemble. Il y avait une autre boîte qui venait de la carte à puce qui s'appelait BT Chip. On a commencé aussi à travailler ensemble. Assez rapidement, on a vu qu'on partageait la même vision que le Bitcoin. On ne disait pas la crypto à l'époque. Le Bitcoin, s'il se développait, aurait besoin d'infrastructures de sécurité. Et ça tombait bien parce qu'en France, on a la carte à puce. Et les Américains, ils ne comprennent rien à la carte à puce. Et donc là, on a un véritable enjeu de pouvoir créer une boîte qui peut cartonner à l'international. Et donc, en juillet 2014, je fais venir tout le monde à la maison du Bitcoin un samedi matin. Et j'aurais dit, voilà, on va fusionner les 3 entreprises. On va tous s'associer. Au total, on était 7. Et on va créer Ledger
et on va devenir le leader mondial des solutions de sécurité. En 2 heures, on a négocié qui ferait quoi, qui serait le CEO, et comment est-ce qu'on allait distribuer les parts, les valorisations de chacun. Et le fait d'avoir réussi en 2 heures à mettre tout le monde d'accord derrière une vision commune, à définir le rôle de chacun, et de faire en sorte que tout le monde a accepté les valorisations, les machins, de façon assez rapide, et que tout ceci n'a jamais ensuite été remis en question, et qu'on n'a jamais passé une seule seconde à se tirer dans les pattes, que ce soit dans la défaite ou dans la réussite, a été, je pense, la base de la réussite de Ledger, qui, encore une fois, revient à la réussite d'une association. J'ai vu tellement de boîtes où les associés passaient plus de temps à se tirer dans les pattes, à résoudre des problèmes d'associés, plutôt que d'être dans le business, qu'une mauvaise association, c'est sûr, ça ne peut pas marcher. Mais par contre, une bonne association, c'est incroyable. On peut vraiment aller jusqu'au bout et dépasser les limites. Et donc, fin 2014, c'est le début de Ledger. On lève des fonds. Pendant 2 ans, c'est la galère. On crame tout. On est sauvé par BPI, Région Centre, Val-de-Loire. La chance qu'on a eue, c'est d'avoir été à Vierzon. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, à l'époque, la BPI, il y a trop de projets, trop de trucs, le Bitcoin, on ne veut même pas en entendre parler. À Vierzon, en Région Centre, on était les seuls à faire quelque chose. Donc forcément, ils nous ont écoutés. Le directeur de BPI, Région Centre, a cru au projet. Et on a réussi, on avait levé 1,5 million et on a réussi à obtenir 1,5 million en prêt, avance remboursable, etc. Et ça a sauvé la boîte. Sinon, on serait mort 10 fois depuis. Donc là, je peux le dire, BPI joue un rôle essentiel dans le développement des entreprises en France. On arrive en 2016, on n'a plus d'argent, on va crever, parce que personne ne voulait acheter nos produits, parce que tout le monde s'en foutait, et tout le monde nous disait, de toute façon, alors qu'est-ce que fait Ledger ? On vend des coffres forts. Voilà, donc c'est un device, hein, ça ressemble à une clé USB, c'est basé sur de la carte à puce, et on le vend, c'est un produit physique. Et tout le monde nous disait, bon, ça sert à rien, on a nos smartphones, on ne va pas acheter un produit physique pour une monnaie virtuelle. Donc ça ne marchait pas trop. On n'avait plus d'argent, il fallait lever. On a vu 50 VC, 50 coups de pied au cul. Et à la fin, il ne reste plus qu'un. Et il me reste combien de temps ? 5 minutes. Ok. Oh, ça passe vite. Et donc je vais terminer sur cette belle histoire. Donc il ne reste plus qu'un, c'est la Maïf. Et lorsque je pitch, je me rends compte qu'en fait, il s'intéresse vraiment à la blockchain pour les entreprises et pas du tout à ce qu'on fait. Et donc en temps réel, je décide de modifier le pitch. Hop, je jette toutes les slides à la poubelle et je commence à pitcher ce qu'ils ont envie d'entendre. Et là, ils adorent et ils investissent. Forcément, quelques mois après, il se passe un truc aussi incroyable, le Bitcoin commence à monter et la boîte commence à se développer. On fait en une journée de revenus ce qu'on faisait en 1 mois. Donc là, croissance exponentielle. Et là, on a lieu le premier board avec la Maïf, donc la Maïf à venir. Et là, les gars sont en panique parce qu'ils disent, attendez, mais c'est quoi votre métier en fait ? C'est quoi cette histoire de Bitcoin ? C'est quoi ces produits-là ? Nous, vous avez dit que vous allez faire de l'idéation blockchain pour les entreprises. Là, je dis, attendez, c'est pas, ça fonctionne, regardez, la boîte, elle va décoller. Et là, ils me disent, écoutez, c'est pas de votre faute, on vous en veut pas, mais là, ça va pas être possible. Et donc, on voit bien que c'est un problème, parce que la Maïf, donc, qui était le premier investisseur qui était au board, on savait qu'on allait devoir lever beaucoup d'argent pour continuer la croissance. Et donc, on s'est dit, il faut absolument les sortir. Et donc, quelques jours après, on les rappelle. Eux, ils avaient mis 2 millions d'euros. Et on leur dit, écoutez, on va vous sortir, on vous rachète vos 2 millions, 4 millions d'euros. On avait de la chance parce que le Bitcoin était monté entre-temps. Moi, j'avais mis tout ce que j'avais dans le Bitcoin, forcément. Et donc, j'ai eu la possibilité de racheter la part de Maïf. Et donc, Maïf, en fait, a fait le TRI, c'est-à-dire le revenu, en fait, le taux de gain le plus incroyable de la place de Paris, puisque en 3 mois, ils ont doublé leur investissement. Et aussi, accessoirement, ils ont sauvé la boîte, parce qu'ils sont arrivés à temps pour nous sauver.
Et là, ça a été le début de la folie pour Ledger. On est passé de 20 personnes à 200. Ensuite, on a levé 70 millions d'euros avec des Américains. On fabriquait en Chine parce que lorsqu'on avait dû croître, eh bien, on n'a pas eu le choix que d'aller en Chine. Par contre, on s'est dit, on a quand même besoin d'avoir notre outil de production local, de le maîtriser. Et donc là, juste après avoir levé de l'argent, on leur a dit, écoutez, on va faire une usine, on va la faire à Vierzon. Oui, c'est une ville communiste. Oui, on la fera à Vierzon. Et là, comme la boîte marchait bien, ils n'ont pas osé nous dire non. C'est comme ça qu'on a réussi à convaincre les Américains quand même de financer une usine dans une ville communiste. Et ce choix de réindustrialisation en France qu'on a fait donc en 2017-2018 s'est avéré extrêmement payant puisque en 2020, lorsqu'on a eu le Covid et que la terre entière voulait uniquement du PQ, des armes et du Bitcoin, eh bien on a pu produire. Et là, on a fait des centaines de millions d'euros de revenus. Ledger a vraiment explosé. Et Ledger est devenu une licorne, puisqu'on a levé plusieurs centaines de millions d'euros à une valorisation de 1,5 milliard. Donc la boîte a vraiment une trajectoire assez incroyable. On est passé à 800 personnes. Et je dirais que ma mission personnelle de faire une licorne a été accomplie. Et là, vous pourriez penser que quand on arrive au milliard, on se dit, allez, 10 milliards. Non. Je me suis dit, bon, j'ai des enfants, je vais peut-être les voir un petit peu. Et j'ai quitté mon poste de CEO. Donc c'était un petit peu avant qu'on devienne techniquement une licorne. Je suis venu me réinstaller à côté de Vierzon dans la forêt et je me suis mis à couper du bois. Et à ce moment-là, j'ai aussi croisé la route de M6. J'ai été casté dans l'émission Qui veut être mon associé. Histoire intéressante aussi, mais que je n'aurai pas le temps de raconter. Ça sera pour une prochaine fois. Parce que rien ne me prédestinait à rentrer dans le casting de l'émission. Mais j'ai réussi à le faire. Et j'ai commencé cette carrière, et surtout, commencé cette carrière en fait de vouloir faire du give back, de vouloir aider les autres entrepreneurs, puisque je faisais de l'investissement depuis un certain temps à côté de Ledger. Et si j'ai trouvé toujours un plaisir incroyable à développer mes entreprises, à me donner corps et âme dans le développement de mes projets, j'ai réussi à retrouver un petit peu la même chose, pas autant, mais quand même quelque chose que j'apprécie beaucoup, dans le fait de pouvoir aider des entrepreneurs, de pouvoir arriver, d'écouter ce qu'ils ont à me dire, et de pouvoir parfois donner des conseils, donner des retours qui peuvent les aider, parce que là on se sent vraiment utile. Et je pense que finalement, nous en tant qu'êtres humains, on a envie d'être utile. Et tant qu'on réussit à continuer à faire quelque chose où on se sent utile, eh bien, je pense que ça fonctionne. On m'a demandé tout à l'heure quelle était ma définition du succès. Je terminerai là-dessus. Qui est une bonne question et sur laquelle il n'y a pas de réponse simple. Mais en ce qui me concerne, pour moi, la vraie définition du succès, alors c'est pas l'argent, mais c'est la liberté. Évidemment, l'argent apporte la liberté et apporte le bonheur. Parce qu'au final, le succès, c'est le bonheur, mais le précurseur du bonheur, en ce qui me concerne, c'est la liberté. Et le précurseur de la liberté, c'est évidemment l'argent. Et je pense que depuis tout petit, ce que j'ai toujours poursuivi, c'est la liberté. Et clairement, l'entrepreneuriat, c'est pour moi, je pense, la véritable dernière aventure humaine. Alors continuez d'entreprendre et continuez d'être libre. Merci beaucoup. Ne pars pas tout de suite, merci beaucoup. Merci, c'était génial. Je te laisse te réhydrater, évidemment. Ça me laisse le temps, du coup, de récapituler ce que moi j'ai pu en retenir. D'une part, l'importance des écoles de commerce. Je crois qu'on a bien compris, on était au bon endroit pour que tu dises ça. Merci.
Le rôle de BPI, et c'est vrai, on ne le souligne pas assez, et à 3, c'est vrai qu'on a également la chance de pouvoir avoir une proximité très réelle avec la BPI, et c'est une chance aussi pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer ici sur notre territoire. Je tiens à le préciser ce soir. Le troisième point, je crois que malheureusement, je l'ai oublié, mais c'est pas très grave. Si, c'est qu'on te réinvite du coup l'année prochaine pour que tu nous racontes le casting d'M6. Pour la suite, c'est ça. Exactement. Alors, si tu l'acceptes, on peut prendre peut-être quelques questions dans la salle. Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, peut-être. C'est toujours la première, la plus difficile. Exactement. Vous n'avez pas payé quelqu'un pour qu'il fasse la première? Ah. Merci. Bonjour, je voudrais juste savoir comment on concilie l'action que vous prenez quand vous êtes entrepreneur et l'ennui qui vous amène à ce parcours. Alors, c'est une bonne question parce que je pense que malheureusement, je me suis pas assez ennuyé en étant entrepreneur. Et cette réflexion que je me suis faite sur l'ennui, la réalisation que l'ennui avait été peut-être à la base de ma créativité et un petit peu de tout, bah, j'ai fait que plus tard. En fait, quand j'ai quitté mon poste de CEO de Ledger, quand je me suis retrouvé dans ma forêt, assis sur un tronc d'arbre à regarder autour de moi, et où j'ai commencé à nouveau à réfléchir et à faire de l'introspection. Et là, je me suis dit quand même, l'ennui, c'est vachement important. Et on l'a vraiment tous oublié. Et clairement, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, j'aurais dû m'ennuyer plus souvent. Et je ne peux qu'inviter tous les entrepreneurs ici, par moment, à essayer de faire des breaks. Ça veut dire quoi? C'est juste aller marcher un petit peu dans la ville, dans la forêt, peu importe, pour se déconnecter, pas forcément pour penser qu'au business. Voilà, je pense que c'est important de prendre du recul. Alors, ça paraît très con à dire, hein, mais en tout cas, moi, je ne le faisais pas assez. Et je pense que... alors, ça ne m'a pas empêché de réussir à développer l'entreprise. Mais pour autant, je pense que c'est vraiment nécessaire et qu'on a trop oublié de le faire. Et je pense que c'est pour ça que parfois, on est obligé de donner des conseils aussi imbéciles que « ennuie-toi ». Merci. Une autre question peut-être? On commence par Claire. Bonsoir. C'est quoi la suite pour vous? Mis à part ce que vous allez faire demain. Bah, je sors un nouveau disque. Félicitations. Non, la suite pour moi, c'est, je pense, vraiment continuer à aider les entrepreneurs à entreprendre. C'est un peu la voie que j'ai trouvée aujourd'hui. J'ai compris aussi, lorsque je suis arrivé un peu au bout de mon rêve, si on peut dire, hein, de développer Ledger, je disais tout à l'heure que je ne suis pas Elon Musk. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait un truc et je ne me suis pas dit, bon, bah, maintenant, on va aller envoyer des fusées sur Mars. Non, je me suis dit, bah, en fait, profite de ta vie, parce que la vie, c'est bien aussi. Profite de tes enfants, profite de ce que tu as réussi à construire et prends du plaisir, en fait, dans le partage d'expériences. Ce que je disais tout à l'heure. Et donc, la suite, pour moi, ça va être clairement de continuer à développer la région de Vierzon. Donc j'ai une école de développeurs là-bas qui s'appelle AlgoSup. J'ai ouvert un incubateur qui s'appelle le B-Cube Village Baïséa avec le Crédit Agricole. Donc on essaye de dynamiser un petit peu la ville de Vierzon exactement sur le même modèle d'ici que je vais clairement copier. Et j'ai continué d'investir. J'investis via l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Saison 4, tournage en septembre-octobre. Donc pour ceux qui ont envoyé des dossiers, je sais qu'il y en a. Eh ben, ce sera peut-être à ce moment-là que les choses vont bouger. On vous a peut-être dit réponse avant juin, juillet, mais je sais que parfois, au dernier moment, ils rappellent des entrepreneurs, donc je ne sais pas ce qui peut se passer. Et donc, je vais continuer l'investissement aussi avec Blast, qui est le fonds d'Anthony Bourbon, qui est un fonds de crowdfunding, qui permet là de faire des investissements plus importants, de plusieurs millions. Et puis, je vais continuer, je pense surtout, à couper du bois. Merci. Une question par ici. Je voulais vous interroger sur le fait que si j'ai bien écouté votre histoire, en fait, vous commencez par un beau succès, puis encore des succès, même jusque dans le poker, qui est un élément qui a priori est extrêmement aléatoire, etc. Puis ensuite, vous arrivez sur un projet
où le succès, enfin vous le revendez, mais globalement il y a une petite perte par rapport aux éléments d'investissement, mais vous en sortez bien. Puis ensuite vous arrivez sur une situation où finalement vous allez construire la plus belle partie de votre histoire, mais en étant à deux doigts de l'échec, entre guillemets, peut-être même de la ruine. Comment vous l'expliquez et comment vous avez fait, entre guillemets, au moment critique pour le supporter, puisque quelque part quand on est allé haut, très haut, comment vous supportez en fait le fait de pouvoir tout perdre, entre guillemets, à un moment T? Alors, une des leçons du poker que j'ai apprises et que j'ai appliquées, c'est que pour être prêt à tout gagner, il faut accepter d'être prêt à tout perdre. Et ça, je l'ai appliqué à différents moments de ma vie. Je me suis mis en danger d'un point de vue business. Et je parlais tout à l'heure des leçons du poker et j'ai mal géré mon temps et j'ai pas eu le temps d'aller jusque-là. Mais la gestion en fait de ses émotions, la gestion de son stress, grâce au poker, m'a permis justement de passer ces moments parfois difficiles, même s'il m'est arrivé, je pense, de lâcher ou peut-être d'être au bord de l'épuisement nerveux parce que les enjeux étaient trop importants. On se disait, si on n'arrive pas à convaincre cette personne maintenant, l'histoire s'arrête. Et puis on n'est pas tout seul, on a ses associés, on a tous ses collaborateurs, ses employés, etc. Forcément, oui, c'est difficile, mais je pense que j'ai réussi à travailler ma résistance au stress, et ça ne m'a jamais empêché de dormir. Et je pense qu'une autre qualité que j'ai, c'est l'oubli. J'en parlais aussi tout à l'heure avec certaines personnes. Ce qu'on me demande parfois, c'est quoi ton échec? C'est quoi tes échecs? Et en fait, je ne sais pas, parce que je pense que je les ai oubliés. Et la meilleure façon de gérer un échec, c'est de l'oublier, de passer à la suite. Et je pense que j'ai eu des échecs, évidemment, que j'ai fait des conneries. Et alors j'essaie d'en retirer probablement une leçon, mais surtout je passe à la suite parce que je suis toujours en fait dans le présent futur. Je vois pas très loin, mais en tout cas je vois devant. Et cette capacité d'oublier, je pense qu'elle est géniale. Merci. Une question par ici. Merci beaucoup Eric pour vraiment le récit qui est inspirant pour nous tous. Et j'avais une petite question très courte. La réussite, le pourcentage à votre avis de la chance et le pourcentage du travail? C'est difficile de donner un pourcentage parce que je pense qu'il faut de la chance. Forcément, je ne pourrais pas dire que j'ai pas eu de chance, parce que des fois la pièce elle doit tomber du bon côté. Pour autant, je pense que la chance elle se provoque. En fait, j'ai toujours créé mes opportunités et j'ai aidé la pièce à tomber du bon côté. Parfois, elle tombe du mauvais côté, c'est sûr, et on n'y peut rien. Donc parfois, la roue tourne. Et c'est pour ça qu'aussi, dans des moments difficiles, on peut se dire, bon, on verra plus tard, à un moment, la pièce elle tombera du bon côté. Mais vraiment, oui, c'est pas tellement le travail, parce qu'évidemment, le travail paye, ça c'est sûr. Mais parfois, on peut se dire que le travail, c'est l'acharnement. Et l'acharnement, le fait de ne pas renoncer, de ne jamais renoncer, permet d'arriver au succès. Et ça, je pense que c'est faux. L'acharnement n'est pas la meilleure réponse qu'on peut apporter. Il faut certes travailler, mais il faut aussi savoir écouter. Et lorsque je dois décider de savoir si je fais un investissement ou pas dans qui veut être mon associé, c'est assez rapide, on a 1 heure, un des éléments, c'est la capacité d'écoute du fondateur ou de la fondatrice. Donc savoir écouter, c'est savoir effectivement se remettre en question. Et donc ça, c'est un élément important qui n'est pas l'acharnement. Et donc le travail ne veut pas dire l'acharnement. Voilà, je voudrais apporter une précision là-dessus. Et au-delà du travail, c'est aussi parfois, l'intelligence de pouvoir créer les bonnes opportunités au bon moment. Si vous ne créez pas vos opportunités, en fait, jamais la pièce elle va tomber, quoi. Encore deux questions encore. Hop. Bonsoir, j'aurais juste voulu vous poser une question. Vous venez de citer un des critères qui, pour vous, était important lorsque vous investissez dans une entreprise. Est-ce que vous en auriez 2 autres à nous donner, par exemple, des critères qui font que pour vous, ça sera cette entreprise et pas une autre pour laquelle investir? Alors j'ai parlé de la capacité d'écoute. Il y a, j'en citais 2, je pense qu'il y en a plus que 2, mais je vais en citer 2 autres.
il y a le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est quoi? C'est connaître ses chiffres, c'est bien maîtriser son sujet, savoir répondre à toutes les questions sans s'énerver, c'est être capable de réfuter un argument sans s'énerver, sans le prendre personnellement. Donc, le professionnalisme, c'est quelque chose qui regroupe plein de petites choses, mais ça, c'est très important pour moi. Donc là, les deux, c'est vraiment sur la personne ou les personnes. Et le troisième, qui est plutôt lié au projet lui-même, le plus important, pour moi, ce sont les preuves d'exécution. C'est la capacité de pouvoir démontrer, je suis capable d'exécuter le produit, je suis capable de le vendre, et donc j'ai des preuves à apporter. Parce que pour décider d'un investissement, on ne peut pas le faire uniquement sur le concept, l'idée, parce qu'encore une fois, ça ne vaut pas grand-chose, mais il faut pouvoir voir des preuves que la personne en face de soi est vraiment capable d'exécuter à plein de niveaux différents, pas forcément tout, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire. Et donc mon conseil, quand vous voulez lever des fonds, quand vous voulez convaincre un investisseur, c'est vraiment réfléchissez à vos preuves. Quelles preuves vous apportez sur l'exécution, le produit, le marché? Plus vous apporterez des preuves et des choses concrètes, plus vous vous rapprocherez du but. Excusez-moi, on me soufflait dans l'oreille au même moment. Merci, merci Eric, on a encore une C'est bien, on voit qu'il n'écoute pas lui. Hein. Il fait preuve de beaucoup de professionnalisme, encore une fois. Merci de le souligner. Une dernière question, du coup, ici. Bonsoir, petite question. Aviez-vous des barrières mentales et si oui, comment vous êtes parvenu à les faire tomber? Alors, je ne pense pas avoir eu beaucoup de barrières mentales dans ma vie, parce que j'ai toujours eu preuve d'une... Je pense que j'ai toujours eu une énorme confiance dans mes capacités. Petit, j'ai toujours su que je réussirais. Je me suis dit, l'argent ne serait pas un problème. Je ne voulais pas devenir riche, hein, ce n'était pas le sujet, mais je savais que j'y arriverais, je savais que je pourrais faire les choses. Je n'ai jamais douté de moi. Par contre, les vraies barrières, peut-être mentales, que j'ai dû franchir, c'est de pouvoir aller parler aux gens. Parce que j'étais assez timide. Hein, fallait me voir. Je pense que je n'ai pas parlé à une fille avant l'âge de 22 ans. Donc j'avais vraiment cette difficulté de devoir aller voir quelqu'un et lui parler. Même si on est dans un cocktail et qu'on est censé se parler entre eux. Hein, je n'allais pas parler à un inconnu dans le métro pour lui pitcher mon truc. Mais voilà, ça c'est quelque chose, je pense, sur lequel j'ai dû travailler, me faire un petit peu violence. Mais sinon, sur le reste, je pense qu'au contraire, parfois je manquais même de barrières. Parce qu'on m'a toujours dit que je prenais des risques insensés, que je faisais des trucs, je changeais complètement. Donc je ne pense pas avoir beaucoup de barrières. Peut-être que je les rencontrerai plus tard. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je vais écouter la réponse. Merci beaucoup, Eric. Je vous demande, s'il vous plaît, encore Merci un beaucoup. tonnerre d'applaudissements pour Eric Larchevêque. Merci. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de t'écouter, partager ton expérience. Et tu vois, finalement, tu as mieux fait de parler de l'entrepreneuriat que de tes vacances. On s'en parlait juste avant. Merci, merci de ce partage. Je vous invite maintenant à nous rejoindre pour le cocktail. Vous verrez, vous avez la possibilité de prendre des verres d'eau tout de suite sur le côté si jamais vous êtes légèrement déshydraté. Et puis ensuite, il y a le reste du bar un tout petit peu plus loin. J'invite également les porteurs de projets de Plug and Start, s'il vous plaît, à me rejoindre ici côté régie, et puis on fera une photo avec Eric Larchevêque, et puis ensuite on ira tous pour le cocktail. Merci beaucoup.